Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette troisième partie d'émission. Alors après Benjamin Stora, c'est au tour de Sabrina Sebaï, députée française, de nous rejoindre ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors l'actualité, vous le savez, c'est le débat autour des accords franco-algériens de 68 qui encadrent le statut et les conditions de séjour des ressortissants algériens en France. Et vous le savez, le 30 octobre, les députés français ont voté à une voix près une proposition de résolution présentée par le Rassemblement national visant à dénoncer l'accord bilatéral signé entre Paris et Alger il y a plus d'un demi-siècle. Vous y étiez, Sabrina Sebaï, on a pu le voir également sur les réseaux sociaux. Vous nous avez également envoyé une vidéo exclusive à nous, équipe d'Hebdo Show, spécialement tournée pour nous. Vous avez condamné cette résolution, dénoncé avec force une attaque indigne contre l'histoire et la dignité de vos compatriotes d'origine algérienne. Madame Sebaï, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, tout à fait, je vous entends. Oui, tout à fait. Cette résolution qui a été votée, vous l'avez vu, c'était surtout la symbolique de ce vote, finalement, plus que le contenu en réalité de cette résolution, parce qu'elle n'a pas d'impact juridique. Cette résolution, en réalité, on ne va pas dénoncer l'accord de manière totalement unilatérale. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous avez une partie de cet hémicycle qui avait visiblement une forme de vengeance à régler avec l'histoire de la colonisation et surtout l'histoire de la guerre d'indépendance de l'Algérie, et qui a réglé ses comptes lors de ce vote et qui a obtenu cette victoire symbolique, soutenue d'ailleurs par la droite, par une partie de ce qu'on appelle le socle commun, donc le parti d'Édouard Philippe notamment, qui ont voté cette résolution avec l'extrême droite et qui ont accordé cette victoire à l'extrême droite. Et en réalité, c'est plus ça qui pose problème que la résolution en elle-même. Très bien. Madame Sabrina Sebaï, vous faites actuellement l'objet de plusieurs attaques hostiles justement par rapport à votre intervention, par rapport à tout ce que vous dites en rapport avec cet accord de 68 et à cette résolution. Quelle est votre réponse aux personnes qui disent aujourd'hui que vous défendez l'Algérie, que vous faites passer l'Algérie avant la France ? Écoutez, je pense que ces gens, visiblement, ne connaissent ni l'histoire ni la réalité juridique. En réalité, ce qu'on défend, c'est surtout l'application du droit strict. Vous savez, et puis surtout, je parle de l'histoire, c'est très important, parce qu'on a le sentiment parfois, quand on parle des accords de 68, que ce sont des accords visiblement qui seraient tombés du ciel et qui n'ont pas lieu d'être. Or, les accords de 68 sont le fruit de l'histoire et d'une histoire commune entre la France et l'Algérie. Il y a eu d'abord les accords d'Évian, il y a eu les accords de 68 qui ont été déjà remaniés à 3 reprises et qui ont quasiment été vidés en réalité de leur substance à l'intérieur. Donc ces accords, ils ne tombent pas du ciel et c'est bien pour ça qu'il faut systématiquement rappeler l'histoire. Moi, je défends le droit, je défends l'histoire et j'ai écouté Benjamin Stora juste avant, que j'ai eu l'occasion d'auditionner à plusieurs reprises. Je pense que c'est pour ça que le travail des historiens, il est extrêmement important parce qu'il faut maintenant pouvoir mettre noir sur blanc cette histoire de la colonisation, ce qu'elle a été, sa violence, ces crimes qui ont été commis. Et donc, vous voyez bien que quand on dit cela, ces accords, finalement, ils ont tout leur sens. Et par ailleurs, moi, ce que je dis souvent quand on me dit vous défendez, ce que je rappelle, parce que toute une partie de la classe politique française semble l'oublier, c'est que ces accords de 68 ne sont pas que favorables aux Algériens. Par exemple, les étudiants algériens sont pénalisés par ces accords de 68. Ils ont moins de droits que d'autres étudiants qui viennent étudier en France. Et donc, je crois que c'est bien de rappeler tout ce qu'il en est de ces accords de 68. D'ailleurs, si on posait la question à de nombreux Français sur ce que contiennent ces accords de 68, je ne pense pas qu'ils soient totalement au courant de ce qu'il y a dedans. C'est d'abord et avant tout une polémique politico-médiatique avant d'être quelque chose d'historique en réalité. Madame Sebaï, vous l'avez dit, les accords de 1968 ont été révisés à 3 reprises. Ils ont été vidés en grande partie de leur contenu. Et vous l'avez dit aussi, ils sont désavantageux pour les étudiants algériens. Mais tout de suite après cette résolution donc contraignante, vous l'avez noté aussi, votée par l'extrême droite et la droite à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu va pratiquement dans le même sens en plaidant pour la renégociation de cet accord. Est-ce que c'est une position partagée par le gouvernement ? Est-ce que c'est pas uniquement la position de l'extrême droite française par rapport à ces accords de 1968 ? Rappelant qu'il y a, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de déclarations par rapport à ces accords. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose en réalité, parce que vous savez, l'extrême droite aujourd'hui, mais pas que l'extrême droite, vraiment je le dis, vous avez une partie des LR, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et y compris une partie d'ailleurs des macronistes, qui sont
d'accord avec ça, avec la dénonciation pure et simple de ces accords. Ce qui est totalement illégal, ça ne correspond pas au droit international. Là aussi, vous voyez, c'est important de bien poser les choses. Par contre, la renégociation, ça veut dire qu'on renégocie avec l'autre État. Donc il ne peut pas y avoir de renégociation de ces accords sans que l'Algérie participe à cette renégociation de l'accord. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une proposition de renégocier ces accords, mais ça ne se fera pas. En tout cas, je ne vois pas comment ça peut se faire sans l'accord de l'Algérie. Une question, Madame Sebahi. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Quand en France on a des problèmes de pouvoir d'achat, quand en France on a des problèmes où le carburant est à 2 € le litre, quand en France on a des logements qui sont insalubres, on a une inflation galopante, on a une insécurité galopante, on a la guerre russo-ukrainienne sur le même continent aux portes de la France, l'Assemblée nationale n'est-elle pas dans une déconnexion des réalités et des besoins de ses concitoyens? Pourquoi je vous pose cette question, chère Madame la députée, c'est parce que le jour où le Rassemblement national a déposé ça, donc ils avaient leur niche parlementaire, donc ça veut dire qu'ils avaient le droit de poser les questions qu'ils voulaient, de faire passer comme question, comme résolution. Les résolutions, c'est chaque groupe parlementaire a une niche. J'explique un peu le déroulement. Et ce jour-là, c'était, il me semble, M. Chenu qui était président de l'auditoire. Et en fait, est-ce que le Rassemblement national et d'autres partis, comme vous les appelez du socle commun, donc Horizon et les LR, ne sont pas déconnectés des véritables besoins de leurs concitoyens? Il y a 577 députés dans l'hémicycle et vous avez 185 personnes qui votent pour une résolution donc qui engage les frais du contribuable, donc qui travaillent, qui sont payés par le contribuable et par l'impôt de leurs concitoyens, pour parler d'une coquille vide. Des accords de 68 qui sont aujourd'hui une coquille vide. Alors que, comme je vous l'ai dit, pouvoir d'achat en berne, carburant à 2 € le litre, les logements insalubres, l'inflation, l'insécurité, la guerre aux portes sur le même continent. La déconnexion est-elle vraiment à ce point réelle dans leur esprit? Alors, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'abord et avant tout d'un débat politico-médiatique. Parce qu'avant que cette résolution arrive dans l'hémicycle, en réalité, ça faisait déjà plusieurs semaines que vous aviez des députés qui faisaient les plateaux de télé pour expliquer que les accords de 68 coûtaient 2 milliards par an à la France. En réalité, ça vient de Knafo et son porte-clés. Ça vient de Knafo et Zemmour, donc ça vole pas haut tout ça. Non, pas du tout. Vous avez un rapport de l'Assemblée nationale par des députés macronistes, notamment Charles Rodwell, qui a rendu un rapport à la commission des finances à l'Assemblée nationale, dans lequel il stipulait que les accords de 68 coûtaient 2 milliards par an à la France. Dans ce rapport, pourquoi je dis qu'il est truffé d'erreurs? Parce que d'abord, on se base sur des chiffres d'un institut qui est financé par Sterrin. Donc déjà, extrême droite. On peut poser la question de la sincérité de ces chiffres. Ensuite, dans ce rapport, on y mélange tout. C'est-à-dire qu'on y mélange les accords d'Évian, on y mélange la Convention de la Sécurité sociale de 1980 entre la France et l'Algérie, et donc on parle, par exemple, des pensions pour les pensionnés qui sont en Algérie. On parle de la retraite des Algériens qui ont travaillé en France et qui donc sont légitimes à toucher leur pension de retraite. Et on y mélange tout cela, et à la fin, on explique que ça fait 2 milliards par an à la France. Donc ça a duré pendant plusieurs jours. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le Rassemblement national avait sa niche parlementaire, et qu'ils ont fait le choix de changer l'ordre des textes dans cette niche. C'est aussi pour ça qu'il y avait peut-être quelques voix qui nous manquaient à gauche. C'est parce que le texte sur les accords de 68 devait arriver plus tard dans la journée. Et l'extrême droite a fait le choix de changer l'ordonnancement des textes pour mettre le texte sur l'Algérie en premier. Et ça montre toute finalement l'hypocrisie. La sournoiserie. Et l'instrumentalisation de cette niche parlementaire, puisqu'en réalité, en France, bien évidemment que nous avons énormément d'urgences à traiter. Nous avons une crise sociale, nous avons la crise de l'hôpital public, on traverse une crise démocratique. Et en réalité, vous savez, là, on est depuis maintenant 15 jours non-stop sur le budget, à débattre du budget. Et bien dans ce budget, il y a énormément de choses qui inquiètent les Français. Et au lieu de répondre à ces priorités qui sont celles de se dire « je paye mon loyer, je remplis mon frigo, je peux me soigner moi et mes enfants », eh bien, nous avons commencé la journée par ces accords de 68 qui sont totalement une coquille vide, mais dont on en a fait un sujet central
dans le programme de l'extrême droite et d'une partie de la droite, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on disait, qu'on racontait ce récit à la France, que finalement ces accords de 68 coûtaient extrêmement cher à la France. Mais pourquoi, excuse-moi Laurette, mais pourquoi justement il n'y a pas un rapport, une sorte de contre-rapport qui montre qu'est-ce que les Algériens vivant dans l'Hexagone rapportent à la France? Pourquoi on ne démontre pas par A plus B qu'est-ce que rapportent 15 000 médecins algériens qui sont dans les hôpitaux publics français, qui ont été payés, où leur formation a été faite par l'Algérie, où ils ont fait leurs études en Algérie, et que c'est la France qui profite justement de leur génie médical et qui soigne des patients français toute la journée? Pourquoi on ne parle pas des architectes algériens qui sont là-bas, des avocats architectes qui sont là-bas, des cuisiniers qui sont en France? Pourquoi on ne montre pas la richesse et qu'est-ce que rapporte justement cette immigration algérienne à la France? Et je pense qu'on sera beaucoup plus haut que ces 2 milliards d'euros dont il parle. Combien coûte la vie d'un médecin, d'un patient français qui est sauvé par un médecin algérien où sa formation a été payée par l'Algérie? Combien coûtent toutes les routes que les Algériens ont faites pendant des années et des années? Combien coûtent tous les ponts qui ont été faits par les manutentionnaires algériens? Pourquoi tout ça, justement, nous aussi, on ne sait pas le quantifier? Je vous le dis, Madame la députée, pourquoi nous aussi, on ne sait pas mettre en valeur, on ne sait pas mettre en exergue ce que l'Algérie a apporté à la France pendant les années post-colonisation? Parce qu'on parle des années post-colonisation pour leur pseudo-rapport depuis des accords de 68. Mais pourquoi nous, on n'est pas là pour montrer qu'est-ce qu'on a rapporté à la France et combien on a rapporté à la France et qu'est-ce que gagne tous les jours la France grâce à nous? Alors oui, et d'ailleurs je pense qu'à un moment il faudra poser cette question, ce rapport, parce qu'en réalité, on a été plusieurs à le dire, l'immigration d'ailleurs dans sa globalité rapporte beaucoup plus qu'elle ne coûte en réalité. Si on prend un département comme celui de la Seine-Saint-Denis par exemple, où il y a une grande diversité dans ce département, en réalité c'est un département qui apporte plus de recettes qu'il n'a de subventions. Et donc, pourtant c'est le département le plus décrié de France. Absolument. Et pourtant, la réalité, voilà, c'est qu'il Elle est tout autre. Elle est tout autre. Exactement. Bravo à vous. Évidemment que tout ce travail-là, il faut le faire. Il faut qu'on prenne le temps de faire ce travail, bien sûr, d'expliquer. Moi, je l'ai rappelé à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, nous avons les hôpitaux publics en France qui tiennent grâce à ces 15 000 médecins algériens dont vous venez de parler. Bien évidemment. Payés par l'Algérie. Hein. Leur formation a été intégralement payée par l'Algérie. Ils sont sortis des universités algériennes. Hein. Oui, oui, absolument. Mais vous voyez, dans le récit que raconte aujourd'hui l'extrême droite, c'est plus facile pour eux de construire ce récit du fantasme de ce que coûtent en réalité ces accords de 68 pour avoir un bouc émissaire qui explique la crise économique dans laquelle est la France, plutôt que de travailler sur le structurel. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour résorber cette crise économique? On détourne tout simplement l'attention des vrais problèmes et on a fait, moi je l'ai dit et je le redis, de l'Algérie le bouc émissaire de ce qui va mal en France en réalité aujourd'hui, parce que c'est facile et parce que quand on regarde aujourd'hui la composition politique aussi de notre hémicycle, nous avons aussi le retour de certains nostalgiques de l'Algérie française. Nous avons des personnes qui assument leur histoire en disant qu'ils sont des descendants de l'OAS et qui sont fiers de leur histoire. Le ministre des Transports actuel, Tabarot, qui est le fils d'un dignitaire de l'OAS. Et député, elle est questeur de l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Bien évidemment que nous avons tout cela aussi. Vous savez, on est dans une Assemblée nationale où vous avez 130 députés d'extrême droite qui sont là et qui racontent toute la journée que l'Algérie est le principal problème de la France. Eh bien, voilà, le récit, il est construit et c'est pour ça qu'on en arrive à cette résolution. Sabrina Badis, bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question, effectivement vous avez fait l'objet d'attaques hostiles avec véhémence, notamment de la part de l'extrême droite, mais pas que d'ailleurs, et y compris aussi de certains médias marocains, plus récemment effectivement, qui vous ont taxé d'être pro-algérienne et de prioriser les intérêts algériens avant la France, ce qui est complètement ridicule, alors que quand on sait que Rachida Dati fait du lobbying pour le Maroc, et elle est encouragée pour le faire, qui plus est, d'une manière délibérée et même publique. Ma question, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Mehdi. Quand on voit l'extrême droite, ou cette collusion, je dirais, entre l'extrême droite et le Maroc, qui est de bonne guerre, effectivement, parce que l'Algérie a une diplomatie morale, l'Algérie a une diplomatie de dignité, l'Algérie a une diplomatie d'intérêt commun et collectif pour défendre les opprimés, les peuples oppressés et les dernières colonies, notamment en Afrique, à savoir le Sahara occidental. Mais moi, ma question, comment expliquer en revanche, en parallèle, l'ambivalence du gouvernement, quand on voit effectivement le ministre du Transport, Tabarot, qui a eu des mots assez violents, notamment, qui s'est autoproclamé historien,
alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc, comment expliquer ce double discours entre un discours d'apaisement ou qui s'oriente vers l'apaisement et ces mêmes membres de l'exécutif qui parlent un langage tout autre qui, encore une fois, plus du braconnage électoral et de l'opportunisme selon un calendrier électoral que, effectivement, s'inscrire dans une relation diplomatique bilatérale d'égal à égal, mais surtout avec un respect mutuel. Alors, je pense que ce qui est important de rappeler d'abord, c'est que, bien évidemment, que de bonnes relations entre la France et l'Algérie, c'est dans l'intérêt de la France également. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt des deux pays. D'abord parce qu'il y a des millions de personnes qui ont un lien entre ces deux pays. Et ça, on ne pourra pas l'effacer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que vous avez quasiment un Français sur 4 qui a un lien avec l'Algérie aujourd'hui. Donc, la réalité, elle est celle-ci. Et c'est pour ça que c'est un peu surréaliste de voir les discours auxquels on assiste aujourd'hui. Ensuite, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel. La réalité, c'est que ce gouvernement, vu qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue, c'est un gouvernement de briques et de broc. De briques et de broc, pourquoi ? Parce que vous avez à l'intérieur des macronistes, Horizon, des LR, qui n'ont pas le même projet politique. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi des déclarations qui sont si différentes quand vous prenez un ministre LR et que vous prenez de l'autre côté un ministre du MoDem. Ça n'a absolument rien à voir. C'est toute la difficulté. D'ailleurs, on avait déjà eu cette dualité au moment où Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur et Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. C'est toute cette dualité qui est en train de s'exprimer au sein de ce gouvernement. Ils sont obligés de faire avec et de tenir jusqu'en 2027, puisqu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai presque envie de dire, tous ces couacs de communication ne sont que le résultat de cette Assemblée nationale qui est totalement morcelée aujourd'hui. Madame Sbahi, la dénonciation des accords de 1968, ça veut dire on revient au régime des accords d'Évian. Ça veut dire la libre circulation des Algériens et ils peuvent voyager sans visa. Je ne sais pas si l'extrême droite et la droite savent ce point. Les accords de 1968 sont des accords internationaux. Ma question est par rapport à l'avenir. Vous avez parlé d'un gouvernement bric-à-broc, de l'absence de majorité au Parlement. Mais qu'en sera-t-il de la France en 2027 ? C'est à supposer que cette extrême droite arrive au pouvoir, comme maintenant les sondages produits par des pro-Bolloré veulent dire que ça sera le résultat des élections présidentielles en 2027. C'est pour ça que j'avais commencé mon intervention par expliquer que c'est surtout la symbolique de ce vote qui est extrêmement important, parce qu'en réalité, pour la première fois, on a eu une victoire d'un texte du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, mais ce vote, il a été possible parce qu'il y a une coalition de droite extrême et de l'extrême droite qui peut-être préfigure d'ailleurs une coalition qui pourrait se mettre en place pour l'élection présidentielle de 2027. Et c'est bien là qu'est le problème, puisqu'on peut se retrouver effectivement en 2027 avec un Jordan Bardella président, ou Marine Le Pen, si elle peut se présenter d'ici là, et certains ministres d'ailleurs qui pourraient tout à fait être des bancs de LR, par exemple, puisqu'aujourd'hui on voit bien, y compris à l'intérieur de LR, qu'il y a une dualité entre ceux qui se considèrent comme étant encore gaullistes aujourd'hui et que donc ils ne peuvent pas s'allier avec l'extrême droite, et d'autres aujourd'hui qui assument totalement de pouvoir faire des alliances avec l'extrême droite pour des élections comme des élections législatives anticipées en cas de dissolution. Donc on est dans une configuration politique qui est totalement nouvelle, parce que la réalité, c'est que vous pouvez avoir n'importe quelle configuration, et moi je crains et je suis très inquiète d'une possible coalition entre Horizon, LR, Ciotti et le Rassemblement national pour 2027, qui pourrait donner une victoire à l'extrême droite. Et est-ce que vous pensez que c'est justement, ce sera un effet boule de neige, c'est-à-dire au effet du moment qu'on constate qu'en Europe, il y a une tendance qui se tourne vers l'extrême droite? Y a-t-il pas vraiment une sorte de scénario, c'est-à-dire quand on voit des présidents comme Trump qui essaient par tous les moyens d'influencer les Européens à agir, à aller vers l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui l'immigration, notre immigration particulièrement, est-elle appréhende ce scénario en 2027 et quelles sont par exemple les actions ou bien quelles sont aujourd'hui les réactions qu'on peut avoir pour se préparer à ce scénario qui pourrait survenir en 2027, que ce soit en France, sinon sur le plan bilatéral? Alors, vous avez raison, la communauté ici, elle est très inquiète. Bien sûr, elle est très inquiète d'abord parce que on voit bien, y compris les difficultés aujourd'hui, ne serait-ce que vous allez dans les préfectures pour les renouvellements de titres de séjour,
Et quand je parle de renouvellement de titre de séjour, je parle de personnes qui sont sur le territoire français depuis 30, 40, 50 ans. On ne parle pas de ceux qui sont arrivés il y a 1 an, 2 ans. Donc il y a une inquiétude qui quand même commence à exister très fort. Et j'ai presque envie de vous dire, malheureusement, la communauté, mais pas que la communauté algérienne. En réalité, vous avez toute une partie de la jeunesse africaine et des binationaux africains qui ont pris les devants en réalité. Il y a énormément de départs de la France. Tous ceux qui ont les moyens de partir, qui sont diplômés, qui ont des métiers et qui peuvent partir, en réalité, ils partent parce qu'ils ne supportent plus le climat aujourd'hui en France, le climat d'islamophobie où on parle d'islam du matin au soir, le climat algérophobe où on parle de l'Algérie du matin au soir. Et vous avez déjà énormément de personnes qui ont fait le choix de quitter la France et de partir en Grande-Bretagne, aux Émirats ou dans d'autres pays, y compris d'ailleurs, vous avez des personnes qui sont reparties pour certains et partis tout court pour d'autres, en Algérie, au Sénégal et dans d'autres pays, pour construire un avenir autre, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus les bienvenus en France, alors même que pour une grande majorité d'entre eux, ils y sont nés, ils y ont étudié et ils y ont grandi, mais ils font quand même le choix de quitter la France. Une question justement par rapport à ça, par rapport à ce climat anxiogène, Sabrina Sebahie. Il y a une question, moi, qui me perturbe depuis bien longtemps. Le groupe Bolloré, avec à sa tête Vincent Bolloré et toutes ses filiales qui sont le JDD, Europe 1, CNews, ont, d'après une dernière enquête, parlé de l'Algérie 35% de plus sur les 12 derniers mois que de la Palestine, où il y a eu plus de 80 000 morts. Est-ce que ce ressenti justement d'acharnement, d'Algérien bashing est perçu en France? Est-ce qu'on comprend que c'est une guerre médiatique, une cyberguerre qui est menée justement contre l'Algérie et les intérêts algériens? Alors, ce qui est certain, c'est que vous avez toute une partie des Algériens, des binationaux, qui n'en peuvent plus en fait d'entendre parler de l'Algérie matin, midi et soir, c'est évident. Le traitement du génocide à Gaza, depuis le départ, en réalité, il est sous-traité médiatiquement ici. On a eu beaucoup de mal à aborder ces questions-là, à pouvoir en parler sur des plateaux pour justement expliquer ce qui se passait, y compris d'ailleurs quand il y avait encore des journalistes avant qu'ils soient tués et chassés pour la plupart d'entre eux. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez quand même une partie de l'opinion publique qui a totalement intégré le fait que les Algériens, que les binationaux, etc., coûtaient extrêmement cher à la France. Ça, de ce point de vue-là, la stratégie politico-médiatique d'acharnement et de ciblage de la question des Algériens en France a parfaitement fonctionné. Donc, il s'agit aujourd'hui de renverser cette dynamique et ça va prendre du temps parce que quand on est dans une situation de crise économique et sociale extrêmement importante, eh bien, il faut trouver en fait le responsable de ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, pour une partie de la classe politique, le responsable et les responsables, ce sont les Algériens. Et vous voyez, quand on nous explique que c'est parce qu'on ne reprend pas les OQTF qu'il y a une crise économique en France, vous voyez bien à quel point on frise le ridicule dans les débats auxquels on assiste aujourd'hui. Donc ce matraquage médiatique est ressenti, on est bien d'accord, par toute une partie de la population, qu'elle ne soit même pas que algérienne, par une partie de la population, qui est là pour dénigrer du matin au soir tout d'abord l'Algérie, ensuite l'islam, et pour en faire en quelque sorte les responsables de tous les maux qu'il y a en France. Ah oui, vous savez, ici, vous ouvrez la télévision et certaines chaînes, franchement, encore hier, je crois qu'il y avait quelqu'un qui expliquait que la crise de l'hôpital, c'était, je crois, les 3 I, alors il parlait d'immigration, d'islam, et je ne sais plus c'était quoi le 3e I. Vous voyez bien, on en est arrivé à une espèce de fantasme absolu et une obsession autour de ces questions-là. Donc oui, tout le monde le voit bien, mais en même temps, comme pour beaucoup de personnes, la situation va très mal, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent et du coup, le discours infuse en réalité et il est intégré aussi par une partie de la population. Donc il y a un travail à faire de réinformer en réalité sur la réalité des débats qu'on a aujourd'hui et encore une fois, de réexpliquer que non, les binationaux, ceux qui sont nés ici d'ailleurs, vous savez, quand on parle de binationalité en France, en général, on ne cible quasiment que les Algériens. C'est-à-dire que la question de la binationalité ne se pose que pour les Algériens. On ne parle jamais des autres nationalités.
Madame Sbahi, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de liberté d'expression en France? Parce qu'on parle, Mahdi parlait de 35% d'augmentation d'audience ou de sujets par rapport à l'Algérie. On dit rien, absolument rien sur les massacres de l'armée sioniste à Gaza. Ça passe sous silence, il y a de la censure, on sait qu'il y a eu des pressions sur les journalistes, sur les médias. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de liberté d'expression et est-ce que vous pensez que la concentration de médias aux mains d'hommes d'affaires comme Vincent Bolloré est une menace pour la démocratie? Alors, la concentration des médias par quelques hommes, enfin, quelques grands groupes et des personnes, oui, c'est un problème parce qu'on voit bien la direction que prennent ces médias avec les consignes de communication qui sont faites spécifiquement sur l'immigration, sur la délinquance et de lier tout ça en réalité ensemble et d'en faire un seul package. Par contre, il reste quand même des médias indépendants en France, il y en a encore, sur lesquels on peut s'exprimer. D'ailleurs, on fait ce choix-là. Vous savez, je suis chez les écologistes, ça fait bien longtemps qu'on boycotte la chaîne de CNews. Et nous, ce qu'on dit d'ailleurs, c'est que CNews, par exemple, devrait être considérée comme une chaîne d'opinion. Elle devrait être classée comme une chaîne d'opinion, ça réglerait le problème. C'est une chaîne d'opinion d'extrême droite, il faut la classer comme telle. Et malheureusement, on peut en penser ce qu'on veut, c'est une chaîne qui a énormément d'audience. Aujourd'hui, CNews, c'est quasiment 8 millions de Français qui regardent CNews chaque jour. Donc on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Il y a un travail sur la question de l'indépendance des médias par rapport aux grands groupes qui contrôlent la majorité des médias. Là aussi, ça va demander une régulation très certainement. Et je sais que j'ai quelques collègues qui travaillent dessus. Exactement, c'est là où je veux rebondir, Sabrina. Légiférer sur ce type de dépassement, puisque au-delà de l'ARCOM, qui effectivement reste aphone et même aveugle, par rapport à des dépassements, par rapport à même des dérives sur des plateaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un plateau, je prends juste un chiffre, plus de 70% des plateaux français notamment ont couvert le fait que Israël ou l'entité sioniste a eu le droit de se défendre, contre à peine 10% pour clamer le droit de vivre des Palestiniens. Mais aussi l'Algérie bashing, qui est devenu un fonds de commerce. Vous parlez de CNews et de son audimat, il est principalement construit par effectivement l'Algérie bashing, matin, midi et soir. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, on est au 10e anniversaire des attentats du Bataclan. On en parle, c'est des attentats qui ont été commis exclusivement par des Marocains venus de Belgique. Or, on préfère parler des faits divers, parfois qui ne sont même pas avérés, qui impliquent des Algériens, que de parler du vrai problème, notamment à savoir l'implication des Marocains et du Maroc, notamment dans ces mêmes attentats ou même d'autres aspects de faits divers beaucoup plus graves. Donc, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir d'une manière beaucoup plus collective, beaucoup plus insistante, mais surtout aussi efficace, pour pouvoir contrebalancer cette liberté d'expression géométrie variable, encore une fois, où on occulte effectivement certains mots comme l'occupation. J'en veux pour preuve aussi, et je parle sous votre contrôle, des intellectuels, des journalistes ont été limogés, ont été suspendus parce qu'ils avaient évoqué le mot génocide. Donc est-ce qu'il n'y a pas est-ce que la démocratie française n'est pas menacée aujourd'hui, n'est pas en danger? Est-ce qu'elle survit effectivement tant bien que mal à travers deux oligarques qui détiennent 90% des médias français aujourd'hui? Ouais, alors en réalité, la question démocratique aujourd'hui, bien sûr, elle se pose au niveau des médias. Et d'ailleurs, j'ai des collègues d'abord, il y a un travail qui est fait par certains députés sur la question de l'indépendance des médias et le fait qu'ils ne soient pas détenus par une seule personne ou deux personnes. Je crois que c'est extrêmement important. Et moi, je vais vous donner un autre chiffre. En 2023, sur la chaîne CNews et sur les bandeaux de CNews, le mot islam a été utilisé 335 jours sur 365. Donc on voit bien que quand il y a une ligne directrice, elle est exploitée, surexploitée jusqu'au bout. Et là, ça a été exactement la même chose sur l'islam pendant un moment, puis ensuite maintenant sur l'Algérie qui est quasiment... je pense aborder quasiment tous les jours. Donc, bien sûr que c'est un problème, mais vous savez, où il y a d'autres problèmes sur la démocratie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se demandent, par exemple, à quoi ça sert d'aller voter. Quand on voit que l'année dernière, quand il y a eu la dissolution, que le nouveau Front populaire est arrivé en tête dans les résultats des élections, et qu'on est à plus d'un an après ce résultat, et qu'il n'y a toujours pas eu de Premier ministre nommé issu du nouveau Front populaire. Eh bien, vous avez aussi un dégoût d'une certaine partie des électeurs qui nous disent que, écoutez, on a été voté, c'est super, mais en réalité, ça ne sert à rien d'aller voter puisque le résultat n'est pas respecté par le président de la République.
Comme en 2005 pour le traité de Maastricht, où ça n'a pas été respecté. Le référendum a voté non et ils ont quand même accepté l'adhésion à l'Union européenne par rapport au traité de Maastricht en 2005. Donc comme quoi la démocratie n'est pas là où elle se croit être. Merci Sabrina Sebaï d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes députée française. Merci encore une fois. On rappelle également que les slides qui s'affichaient donc à l'écran sont des graphiques du professeur Ahmed Ben Saada qu'on remercie énormément. Voilà, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.